Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour monsieur, je vous entends. J'ai eu un peu de mal à me connecter. Oui. Kansu est connecté? Mais j'ai l'impression que c'est que enfin, je en fait, je sais pas qui est l'icône tout à gauche, ICP, Moi, j'ai du catholique là. membre de l'équipe, je sais pas. Je sais pas si elle nous entend. Moi, j'ai été coupé plusieurs fois. Il y a apparemment des petits problèmes de connexion. D'accord. Mais là, on est partagé? Enfin, il y a un public ou Bah, je suppose, mais je ne vois personne. oui? Parce qu'en haut, je vois, un bouton «Partager l'événement». Donc je me demande si là, je suis un peu perdue. OK. On n'est pas tout seul, monsieur. Ah, on a Dana qui est présente, c'est parfait. Laurette est en train de taper. Parfait. Et je ne sais pas si Kansu est en ligne. Peut-être l'appeler. On va commencer dans une minute là. Demain, elle ne répond pas. Bonjour, vous êtes... Vous êtes toujours là, Violette? Oui, oui, je suis là. J'essaie de regarder, Normalement, c'est Kansu qui a la main sur la présentation. C'est pour ça que je suis un peu embêté. Comme là, je ne suis pas à l'ICP. et elle sera en ligne aussi, donc Oui, oui, on était en call juste avant, il y a 5-10 minutes d'accord, là. Donc elle doit avoir, comme moi, peut-être un petit problème de connexion. OK. Je vais attendre encore, là il est 13h06, je vais attendre encore deux minutes et puis sinon je vais commencer. On va commencer sans les slides sinon. Ouais, OK. Flore nous entend, c'est déjà très bien. Laurette nous dit bonjour et Dana est présente. C'est parfait. On est sur quelle plateforme d'ailleurs? Pourquoi ça saute comme ça? On est sur le truc de l'ICP ou on est sur une plateforme genre Teams ou... Mais je honnêtement, je comprends rien. Vous savez pas? Non, là, je ne sais pas. J'attends encore une minute et je commence.
Ah oui, je vois un message qui dit: «Madame Oquier arrive, vous pouvez commencer». Très bien. Bah, écoutez, donc on commence. Donc il s'agit donc d'un master de droit international et européen des affaires, comme son nom l'indique, International and European Business Law. C'est un M1 et M2. Les étudiants et étudiantes passent 1 an à l'étranger dans un format qu'on a appelé un peu le sandwich, en ce que les étudiants donc font un semestre, le premier semestre de M1 à l'Institut catholique de Paris, donc rue d'Assas, au croisement rue d'Assas, rue de Vaugirard, près du Jardin du Luxembourg, des locaux magnifiques et très agréables et très bien placés. Donc le premier semestre donc de M1 de septembre à décembre. Ensuite, les étudiants partent 1 an faire un LLM, donc un diplôme de droit étranger, soit à Londres, soit à Sydney, on va y revenir, et ensuite ils reviennent pour faire le deuxième semestre de M2, et donc les étudiants se retrouvent à la fois avec un M2, un M1 et un M2 reconnus par l'État, et puis par ailleurs un LLM. Moi, je suis un des deux co-directeurs du programme avec Kensu Okai qui va nous rejoindre, qui est également co-directrice de ce programme. Mon background, j'ai été partenaire dans un grand cabinet d'avocats d'affaires américain qui s'appelle White Case pendant 30 ans, où j'ai dirigé les pratiques de fusion-acquisition et de corporate notamment. Quant à Kensu Okai, elle est prof de droit international. Ça y est, elle vient de nous rejoindre. Elle est très compétente. Kensu, je te laisse te présenter si tu nous entends. Je vous entends très bien. Bonjour à tous et à toutes. Kanso Kiai, je suis maître de conférence en droit international privé et l'arbitrage. Et donc, j'ai le plaisir de co-diriger ce master avec François. Et un couple qui correspond beaucoup à notre caractère et au caractère de notre master, à la fois académique, mais qui prend aussi en considération les réalités pratiques. Voilà. Et Violette, je vous laisse vous présenter, dire en 2 mots qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur cette conférence. Oui, bonjour, donc je m'appelle Violette de Genlis, je suis en 2e année du master et je suis déléguée de la promotion qui est partie à Londres, à Sainte-Maryse. Et donc, en fait, je sais pas trop exactement comment ça va se passer, ce call, mais je peux répondre aux questions des étudiants et vous expliquer comment c'est le meilleur master à faire à la Cato. Voilà, mais en gros, je suis oui, en 2e année et je finis dans quelques mois et j'étais à Londres. Voilà. Kensu, est-ce qu'on a des slides qui ont été préparés ou on a juste ce front page-là? Qu'est-ce qui est prévu? Et donc, nous n'avons pas des slides parce qu'on a une petite présentation et je vous explique comment nous allons nous procéder. Donc, avec François, nous allons faire une petite présentation, disons, théorique de notre master. Puis, Violette va aussi présenter son point de vue en tant qu'étudiant. Et puis, nous allons surtout répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par chat. Moi, je vais suivre vos questions et répondre à toutes les questions que vous avez. Donc sur la présentation donc, de ce master, comme je l'ai dit, donc, vous avez compris, il y a donc 1 an à l'ICP, premier semestre de M1, deuxième semestre de M2. Il y a donc 1 an à l'étranger, soit à Londres, soit à Sydney. Le master est un master de droit international en ce que effectivement vous avez un certain nombre de matières de droit international privé, de droit, aussi un tout petit peu de droit international public, et c'est un master de droit des affaires en ce que effectivement vous avez des cours de fiscalité, des cours de corporate, de M&A, des cours de droit de la concurrence, des cours de banking and finance law, etc., etc. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que les cours sont en anglais, l'ensemble des cours sont en anglais, à la fois évidemment à l'étranger, évidemment, vous comprenez bien que les cours en anglais à Londres et à Sydney, mais c'est aussi le cas des cours à Paris qui sont tous en anglais.
Alors, quand on dit tous, il y a une toute petite dérogation. Vous allez avoir au premier, au M1, vous aurez un petit cours sur l'éthique et la philosophie et l'éthique des affaires, machin. Vous aurez un petit truc en français. Et puis, vous pouvez aussi avoir à droite ou à gauche un petit cours, notamment en fiscalité, par exemple, française, qui peut être en français. Mais donc, les cours sont en anglais. Ça veut dire en clair qu'on est obligé de sélectionner les étudiants, notamment sur le niveau d'anglais. On n'a pas le choix. Alors d'abord, de toute façon, les cours sont en anglais, donc si vous étiez complètement nul en anglais, on ne pourrait pas vous prendre. Mais en plus, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix parce que pour être admis dans les universités anglaises et australiennes, il faut un certain niveau d'anglais. Les universités australiennes et anglaises ne vont pas vous faire repasser de concours, donc vous serez directement admis dans ces universités simplement parce qu'on leur a décidé à l'ICP. Donc vous n'aurez pas une deuxième haie à franchir. Simplement, ils exigent chacun évidemment ses desiderata propres, et donc ils exigent chacun un certain niveau d'anglais. On a mis exactement sur le site, vous allez trouver sur le site internet de l'ICP, sur l'onglet de ce master, vous allez trouver très facilement exactement combien faut-il au TOEFL, ou combien faut-il au IELTS, ou combien faut-il à tel autre test pour réussir en Angleterre, pour être admis en Angleterre ou en Australie. On essaye évidemment, de dire aux étudiants qu'ils n'ont pas besoin d'avoir ce niveau d'anglais aujourd'hui, au moment où ils candidatent, mais évidemment, il faut qu'ils l'aient relativement rapidement, puisque on envoie les étudiants, vous avez bien compris, ne font que le premier semestre de M1 à Paris, donc dès le mois de janvier prochain, ils seront à l'étranger. Ça veut dire en fait que dès le mois d'octobre ou novembre, ils auront déjà choisi s'ils vont en Angleterre ou à Sydney. Le choix vous appartient, hein, on laisse les gens choisir. Et donc, il faudra qu'ils se préparent et qu'à ce moment-là, ils s'inscrivent ils fassent les paperasses pour le visa, et où il y a besoin d'un certain niveau d'anglais, par exemple pour l'Australie, et puis aussi pour la fac étrangère à Londres ou à Sydney, où ils vont réclamer tel niveau d'anglais voilà, avec tel ou tel test. Les tests TOEFL Home Edition ne sont plus admis. Ils l'étaient dans le passé, mais maintenant les universités partenaires et les autorités consulaires veulent des vrais tests dans un centre d'examen. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir le TOEFL, pour être tout à fait clair. Par exemple, si c'est le TOEFL, vous n'avez pas besoin d'avoir le niveau du TOEFL au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin tout de suite, là, dans les mois qui viennent. Mais il va falloir les avoir quand même 6 mois plus tard, avant de partir. Voilà. Tu veux compléter donc les cours, voilà. Et les cours, et puis alors à Paris, vous allez avoir pas mal de cours. Ça va être assez intensif. Vous allez avoir beaucoup de professionnels qui vont venir vous faire des cours. Et vous aurez pas mal de choses à apprendre. Par opposition, la période à l'étranger, c'est le mode anglo-saxon. Donc, en fait, c'est beaucoup moins top-down. Il y a beaucoup moins d'heures de cours. Il est attendu de vous que vous ayez beaucoup plus de travail personnel, que vous ayez exercé votre esprit critique, que vous prépariez les séances, etc. Et non pas que vous soyez passif face à un professeur qui viendrait vous donner beaucoup de connaissances. Donc, il y a parfois une certaine frustration des Français en se disant, mais finalement, j'apprends peut-être pas énormément de choses en Angleterre ou à Sydney par rapport à des données que j'aurais peut-être pu apprendre. Voilà. Mais c'est le système anglais et américain qui a fait ses preuves, qui forme aussi de très bons avocats. Donc chaque système est différent, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Ça veut dire aussi qu'il faut ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, et il faut profiter du voyage, enfin du passage d'un an en Angleterre ou à Sydney, pour évidemment parler anglais, fréquenter des anglophones, que ce soit des Anglais ou des étrangers, mais donc des gens, parler avec eux en anglais, améliorer son anglais, idéalement travailler sur place. Les gens en Australie et à Londres, pour l'essentiel, travaillent
voilà, en général, trouvent des petits jobs, ce qui est très bien financièrement et puis ce qui est très bien pour parler mieux l'anglais. Ce qui est essentiel pour la suite de votre carrière, c'est évidemment de parler l'anglais, pouvoir montrer que vous avez une vraie expérience internationale qui a été sanctionnée par un diplôme étranger. Personne ne va vraiment regarder qu'est-ce que vous avez vraiment appris en droit anglais ou en droit australien. Mais les gens vont être sensibles au fait que vous ne dites pas simplement que vous parlez anglais, vous avez effectivement passé un an entier dans un pays anglo-saxon et vous avez effectivement eu un diplôme local, voilà, anglais. Voilà, donc les étudiants reviennent effectivement, nous, la promo là, de M2, ils sont rentrés en décembre et donc on les a retrouvés en janvier. On les avait perdus depuis un an, ils étaient partis et on les a retrouvés pour leur refaire un semestre de droit français pour qu'ils finissent leur M2. Les cours à l'ICP finissent relativement tôt, hein. Les cours s'arrêtent en pratique vers la fin mars. Et puis avril et début mai et première quinzaine de mai, c'est plus la période des examens. Voilà, les étudiants parfois ont aussi des exposés à faire, des mémoires à rendre, des trucs, des machins. Mais enfin, globalement, donc voilà, ça s'arrête. Les cours courts, globalement, ça s'arrête plutôt fin mars. On emmène les étudiants à Bruxelles, on va le faire là dans 10 jours, visiter les institutions européennes, donc le Parlement, la Commission, le Conseil. Voilà, donc ça c'est un petit voyage d'études qui est prévu. Je ne sais pas si tu veux compléter. Alors, je n'ai pas parlé du comité d'orientation encore, Kensu, mais je te laisse. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Oui, tout à fait. Donc, un petit mot, et le master a deux particularités structurelles. Et la première, sa dimension internationale que François a très bien expliqué, donc avec 2 semestres passés à l'étranger, les cours sont en anglais et il y a des séjours de recherche à l'étranger. Et deuxième particularité de ce master, c'est sa dimension professionnalisante. Et le master est doté d'un comité d'orientation. Ce comité d'orientation est composé de une dizaine de praticiens, avocats, juristes, et dans des cabinets, dans des entreprises internationales. Ces praticiens interviennent dans le cadre de nos masters, mais ils agissent également en tant que menteurs professionnels, c'est-à-dire ils deviennent marrains et parrains de nos étudiants. Chaque étudiant a un mentor professionnel et il peut consulter et pour ses choix professionnels, pour ses entretiens. Et nous organisons également des visites dans ces cabinets d'avocats pour créer un réseau professionnel, pour connaître un petit peu la réalité de la vie professionnelle. À mon avis, cette dimension professionnalisante est aussi un des atouts très importants de ce master. Voilà, donc à type d'exemple, par exemple, on est allé, là, ce trimestre, on est allé chez Darrois Villet, on est allé chez Hogan Lovells, on est allé chez Paul Hastings, donc un cabinet américain, un deuxième cabinet américain, et enfin anglo-américain et un cabinet français. Et le trimestre précédent, les M1, on était allé chez Carrefour et chez Total Energy voir les fiscalistes, et on était allé chez Deloitte, on était allé chez White Case, on était allé chez McDermott. Voilà. Après, évidemment, c'est à chaque étudiant d'essayer de tirer le fil et d'essayer de leverager et d'utiliser au mieux ce genre d'exercice. Voilà. Évidemment que tous les grands cabinets sont submergés de demandes de stages, de demandes d'interventions diverses et variées, et que donc c'est pas très simple non plus, évidemment. Mais on essaye, nous, à notre mesure, de fournir quelques occasions aux étudiants. Et donc les étudiants les plus dynamiques, les plus astucieux, les plus chanceux peuvent essayer d'en tirer parti. Violette, vous voulez compléter peut-être sur ce qui vient d'être dit, là, à la fois peut-être sur le mode d'enseignement en Angleterre, puisque voilà, et puis peut-être sur les parrains marraines ou sur le programme, enfin ce que vous voulez, on vous laisse dire. Oui, bah, je trouve que enfin, pour ma part et pour les autres étudiants, la plus grande qualité du master pour nous et qui nous aide le plus pour trouver nos stages, etc., c'est vraiment le bilinguisme juridique en fait qu'on a, parce que non seulement on apprend l'anglais, mais en fait on apprend aussi toute la terminologie juridique en common law, que ce soit en France et en Angleterre. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose qui est
encore plus précieux qu'un simple, par exemple, avoir le TOEFL, l'IELTS, etc. pour prouver qu'on est bilingue, c'est super. Mais nous, notre particularité, c'est qu'on est en plus bilingue juridiquement en droit français et droit australien ou anglais. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le parcours? Oui, le parcours, le cursus anglais est super différent de celui de la France parce qu'en fait, comme Monsieur Leloup l'a dit, on a beaucoup moins d'heures de cours, ce qui n'est pas synonyme de manque un manque de travail à investir. En fait, c'est une année qui nous permet de développer notre autonomie et d'apprendre à travailler d'une manière un peu différente que celle de la fac classique en France. En fait, on attend de nous de beaucoup participer pendant les cours, d'avoir vraiment préparé de manière approfondie les lectures qu'on nous donne à faire, les concepts à étudier, etc., pour en fait un peu façonner les heures de cours en fonction de l'interrogation, de ce qu'on a envie d'approfondir avec le prof. Donc c'est une manière un peu différente de la France où c'est vrai qu'on est un peu plus en cours magistral. Là, on est vraiment constamment en discussion, en conversation avec les profs, ce qui permet de développer un peu une autre manière de travailler, qui est assez bénéfique parce qu'en fait, on apprend beaucoup de cette manière. Le comité d'orientation, super bénéfique pour tous les élèves. Ça nous a permis de créer un réseau pro assez étendu et d'entendre souvent parler de différentes opportunités, de rencontrer différents profils d'étudiants, d'avocats dans les domaines qui intéressent les étudiants. Donc oui, ça, il me semble que c'est pas quelque chose que tous les masters offrent. Donc c'est vraiment un des points les plus positifs. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a une question pour vous, Violet, si vous souhaitez. Et une petite question sur quel campus êtes-vous parti et qu'en avez-vous pensé? Sur quel campus, pardon? Donc, je suis partie à Londres, sur le campus de Sainte-Maryse à Twickenham, qui est donc au sud-ouest de Londres. J'ai adoré mon année. On était, pour ma promo, on était vraiment moitié-moitié en Australie. Donc, on était une quinzaine à Londres. C'était une année qui s'est arrêtée assez rapidement. En fait, les programmes anglais commencent plutôt vers fin janvier, février et finissent en avril, il me semble, avant de reprendre en octobre. Donc, en fait, on a pu un peu modeler notre année comme on le voulait. Moi, personnellement, j'ai fait un stage entre les 2 semestres de janvier et d'octobre. Donc, j'ai vraiment passé 12 mois à Londres, ce que j'ai trouvé super parce qu'en fait, ça laisse beaucoup de liberté et ça laisse l'opportunité de vraiment s'intégrer dans la ville, dans la culture, de rencontrer un maximum d'anglais. Et voilà, d'être très indépendant. Les cours étaient super parce qu'en fait, c'était pas répétitif avec d'autres choses que j'aurais pu étudier avant. Donc ça, c'est en droit des affaires, mais avec une approche anglaise. Donc, très, ça complète vraiment ce qu'on étudie à la Cato en France, avec une version de common law du droit des affaires et qui est très dominante. Donc, le droit anglais, en tout cas, je sais que c'est quelque chose de très important à comprendre et à maîtriser en droit des affaires. Donc, sur ça, voilà, que ce soit en arbitrage, en corporate law, on a été bien formés. Et puis, voilà, je pense que je suis pas la seule à avoir adoré l'année. On a tous fait des choses différentes. On a tous eu des profils un peu divers. Moi, j'ai fait un stage. D'autres ont passé le barreau français à distance en se préparant parce qu'il y avait le temps de s'organiser comme on pouvait. D'autres ont plus bossé. Voilà, c'était une liberté un peu totale.
Merci beaucoup, Violette. Donc, je vais reprendre quelques questions qui sont dans le chat. Quelles sont les conditions d'admission? Peut-on accéder au master sans avoir fait une licence en droit? Donc, effectivement, une de nos conditions d'admission, c'est d'avoir une solide en droit. Donc, pour pouvoir suivre les 2 années de notre master, il faut être doté d'une licence en droit. François, est-ce que tu souhaites ajouter? Non, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est un master de droit, hein, donc voilà, c'est un master de droit. Tous les étudiants vont pas forcément tous devenir avocats. Il y en a qui vont ils vont travailler dans des entreprises, dans des organisations internationales, qui vont faire Dieu sait quoi. Mais c'est un master de droit, donc on prend des gens qui ont fait du droit. Euh, on n'est pas complètement obtus pour les étudiants étrangers, donc des gens qui auraient fait du droit. Je ne sais pas où, au Liban, voilà. Oui, on n'est pas contre, ou des Belges, ou des Luxembourgeois, ou des je ne sais, ou des Italiens, etc. On peut regarder, mais c'est des juristes, c'est un master de droit, voilà. Deuxième question. Bonjour, merci pour vos explications. Je voulais savoir si vous auriez des conseils à nous donner pour la phase de candidature. Donc, et pour la phase de candidature, 3 grandes conditions d'admission. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une base est juridique. Deuxième, le niveau d'anglais. Le niveau d'anglais est très important. Et si vous avez déjà des tests d'anglais qui justifient votre niveau, à mon avis, il faut à tout prix les insérer dans votre dossier de candidature, même si ce ne sont pas les tests qu'on vous demande, c'est-à-dire TOEFL, IELTS ou Cambridge, mettez-les dans votre dossier pour au moins justifier votre niveau d'anglais. Troisième condition, troisième chose que vous pouvez mettre en avant dans vos candidatures, c'est peut-être votre caractère et votre autonomie. Il va falloir partir à l'étranger pour 2 semestres, à Londres ou en Australie. Donc, il faut être capable d'être autonome et de survivre à l'étranger et de manière autonome. Ça fait toujours rire un peu les gens, mais en fait, c'est quand même assez important. L'Australie, ça va, c'est évident. C'est-à-dire que quand vous êtes en Australie, vous êtes extrêmement loin de Paris, et vous n'allez pas revenir tous les 4 matins. Et même Londres, vous pouvez reprendre le TGV et rentrer, mais vous êtes quand même parti pour 1 an, durant lesquels vous n'allez plus être forcément dans le même cercle amical, familial, etc. Donc voilà, c'est un certain. Et donc on a malheureusement, donc on essaye de tester ça, on fait passer des oraux à un certain nombre de candidats et on essaye de tester un peu leur degré d'autonomie. De temps en temps, ben, on se trompe, comme tout le monde. De temps en temps, on trouve des gens qui ont des problèmes psychologiques, qui se rendent compte que partir à l'étranger, c'est compliqué. Voilà. Mais voilà. Donc, on cherche effectivement des gens qui peuvent partir 1 an à l'étranger. Une autre question. Bonjour, comment se déroule la phase de répartition pour l'étranger? Est-ce laissé au choix de l'étudiant ou est-ce que c'est imposé? Donc, normalement, c'est laissé au choix de l'étudiant. Toutefois, en fonction de niveau d'anglais, un certain choix peut vous être imposé. Pourquoi? Parce que Australie demande un niveau d'anglais plus élevé par rapport à l'Angleterre. Donc, si vous n'avez pas le niveau d'anglais pour partir en Australie, on peut vous imposer le choix de Londres. Donc, il me semble que la présentation est finie. Et merci beaucoup pour votre attention. Et venez visiter notre campus qui est très joli. Je vois que Axel est en train de taper. Je ne sais pas ce qu'il tape. Merci beaucoup. Voilà. Bon, bah, écoutez, très bien. On a fini. Donc, n'hésitez pas donc à candidater. Il vous reste encore un tout petit peu de temps. Voilà, le site Mon Master est bien fait. Si vous voulez rajouter des choses, si vous avez une situation particulière, eh bien, vous le mentionnez. Si vous avez, je sais pas quoi, vous avez des notes dégueulasses en 2e année parce que vous avez été malade, eh ben, vous expliquez. On n'a pas besoin de savoir ce que vous avez eu, mais voilà, vous le dites. Voilà, donc on essaye de faire ça de façon sérieuse et de bonne foi. Donc on lira tous les dossiers. Donc voilà. Si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par LinkedIn.